Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec quelqu'un de politiquement incorrect, lui aussi Max Chaleil, l'éditeur qui publie ce livre aux éditions de Max Chaleil, aux éditions de Paris, vos éditions, contre le politiquement correct. Bonjour. Bonjour. Alors, Max Chaleil contre le politiquement correct. Alors, au fond, il faudrait peut-être définir, parce qu'on a l'impression que tout le monde est contre le politiquement correct, et vous, donc, vous présentez dans vos billets, très drôle d'ailleurs, vraiment plein d'humour, effectivement, et d'humeur. Vous avez écrit entre 2017 et 2020, donc vous commentez l'actualité, hein, comme nous, comme on le fait, etc. Mais vous, au fond, j'aimerais parler, pour qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, être politiquement correct ou incorrect, enfin, ce qui revient au même, mais essayer de définir aujourd'hui, dans ce temps très compliqué, très simplifié, très simplificateur, très manichéen, très blanc et noir, qu'est-ce que ça veut dire? Quel rôle ça joue? Je dirais que c'est d'abord la liberté de penser par soi-même. Être politiquement incorrect, c'est ne pas avaliser des vérités toutes faites, des idéologies ready-made. Donc, c'est de dire, pour chaque événement, de l'analyser avec le pour et le contre, et puis d'en tirer une conclusion. Et donc, très souvent, évidemment, ça gêne parce que la plupart des gens se satisfont de ce qui est à la mode, dans le vent, ce qui est agréé comme du matin au soir et du soir au matin. Et donc, ils disent, oui, c'est correct. Et même, je vois des amis, quand j'ai des positions qui sont des positions personnelles, eh bien, qui me disent, oh, tu vas un peu trop loin. On va toujours trop loin pour tout le monde. Non, quand on décide d'analyser en profondeur, on va à la profondeur où il faut aller. Ça veut dire, vous dites, Max Chaleil, qu'on devrait retrouver, qu'on a peut-être un peu perdu, en tout cas beaucoup ont perdu, la première des vertus, l'esprit critique. Ça me semble fondamental. Quand quelqu'un me dit, mais où tu te situes, à droite, à gauche, où es-tu? Je dis, je suis un esprit libre. C'est la vertu cardinale. Esprit critique, d'abord. Et ne pas, aujourd'hui, les gens écoutent une émission, entendent un leader, et ils épousent la cause, et ils en viennent mordicus à être derrière celui qui les a influencés. Oui. Et alors, comment vous expliquez cela? Parce qu'on a l'impression, alors peut-être, vous allez me corriger, peut-être on me trompe, que par rapport à il y a 20 ou 25 ans, nous ne sommes ni vous ni moi des perdreaux de l'année, il y avait quand même des polémiques, il y a toujours des polémiques, mais qui étaient beaucoup plus sur le fond. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est sur la forme, et qu'il y avait des polémiques, effectivement, sur des principes, sur des caps collectifs, sur des situations. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est sur les mots, oui. Toi, t'es facho, toi, t'es conspirationniste, toi, c'est ceci, toi, c'est cela, et ça s'arrête là. Oui, c'est diabolisé plutôt que... Effectivement. Et il est vrai qu'il y a, comme vous dites, un certain nombre d'années, je crois que d'abord, les médias étaient beaucoup plus critiques, ils étaient objectifs, plus libres, oui. Et aujourd'hui, peu à peu, on voit qu'à part quelques stations, quelques émissions comme la vôtre, eh bien, on va dans le sens de la facilité et de la lâcheté. Je crois que ce qui accable notre société, c'est la lâcheté. C'est l'opportunisme. C'est être dans le camp du bien pour savoir si on peut en récupérer quelques avantages. On l'a vu avec ces élections, les ralliements éhontés que l'on voit montrent bien que d'abord, c'est la gamelle qui compte. C'est d'abord, moi, des gens m'ont dit plusieurs fois, quand je prends mes positions en toute liberté, mais tu prends des risques. Ça pourrait nuire à certains... Voilà, c'est d'abord... Ménage tes intérêts. Non, ménageons d'abord la vérité. Ménageons absolument. Et la liberté de penser, comme vous dites. Tout à fait. Et vous avez l'impression que cette espèce de... C'est quoi? C'est de la prudence, et donc on va jusqu'à l'autocensure. Totalement. À force d'être prudent. Même des gens, enfin, oui. Même des gens intelligents, cultivés. À force d'être prudents pour leur carrière éventuellement, mais aussi pour ne pas être ostracisés, traités, châtiment suprême, de racistes, d'homophobes, eh bien, ils ferment leur gueule en disant « il ne faudrait pas que je parle trop, on pourrait m'accuser et je serais mis au banc de la société ». Mais quand on est au banc de la société, si on est sur des valeurs valables, des valeurs de qualité, eh bien, c'est pas grave d'être au banc de la société. Bien sûr. Pas du tout. Oui, mais alors il dit comment je vais faire, vous savez, c'est une chose magnifique, ça me rappelle ce que vous dites, du point de vue des gens qui ont peur de leur ombre, et autres, c'était Jacques-Laurent Bosse qui a été secrétaire de Sartre, de Jean-Paul Sartre pendant un moment donné, il a dit, textio, j'ai travaillé 3 semaines pour France Dimanche, vous savez, l'hebdomadaire, Oui. Et il a dit, il a ajouté, il faut bien vivre, mais au bout de 3 semaines, je n'en voyais plus la nécessité. Voilà, c'est il faut bien vivre, il faut bouffer. Bien sûr, c'est naturel. Évidemment. Mais en même temps, je crois qu'il faut savoir quelle couleuvre on doit avaler. Alors, vous savez, je travaillais dans l'édition pendant très longtemps.
j'ai eu des fois des propositions, mais je m'apercevais que je serais bouche cousue, j'avaliserais tout ce qu'on me disait. J'ai préféré de partir, rester indépendant avec les contingences que cela suppose, pour affirmer ma vérité et publier en tant qu'éditeur ce que je veux publier. Oui, et pas parce que vous faisiez des bonnes propositions, mais attention, c'était assorti de tu parleras pas de ça ou tu parleras pas Absolument, de ça. on s'aperçoit de ça. Et donc, on se dit, oui, mais écoute, un tel, il faut le ménager parce qu'il a une possibilité de vente énorme. Non, qu'est-ce qu'il a à dire, d'abord. Exactement, qu'est-ce qu'il a à dire et pourquoi. Alors, vous parlez de tous les sujets, vous avez tout abordé. Effectivement, des gilets jaunes, à Macron, à Samuel Paty, l'assassinat de Samuel Paty, etc. Et alors, sur effectivement ce que vous diriez cette période-là, justement, cette période qui a commencé avec les Gilets jaunes, hein, fin 2018, et qui aujourd'hui continue avec le Covid et puis la guerre. Qu'est-ce qui, pour vous, quels sont les points les plus forts dont vous parlez effectivement et qui vous sont restés, les pics? Aujourd'hui, je crois qu'on a une situation vraiment nouvelle, complètement nouvelle. On a une situation politique où l'on a deux camps en présence, en fait c'est le même camp. Que ce soit l'islamo-gauchiste Mélenchon ou Macron, c'est la disparition du pays. À mon avis, ils ont le même but. Ah oui, vous dites ça, vous. Moi, je pense que l'un va le faire de façon feutrée, mais... Vous parlez de Macron? De Macron. Oui. Il est européen, et l'Europe, c'est le marchepied à la mondialisation. Donc la France est gênante. On le voit à tout moment, on le voit actuellement avec la situation que vivent les petites gens, ils vont être complètement asphyxiés, ils le sont déjà. Et de l'autre côté, on a un révolutionnaire, entre guillemets, un vieux Trotskard, un vieux Briscard, qui veut, il l'a dit ouvertement, vraiment, il veut donc coloniser la France avec la créolisation, mais il a dit en 2019, la nouvelle France, elle est là dans les banlieues, et je veux changer la France. Donc c'est un grand remplacement à sa façon. Et donc là, il est très bien vu. Quand on voit même la Macronie qui pourtant va souffrir d'une majorité très relative, eh bien appelle à voter Mélenchon contre le Front National qui ne représente pas un danger vital. Je crois qu'on est à un moment charnière où finalement la France qui résiste n'a pas voté. C'est les 53% de Français qui sont la France profonde. Mais Max Chalais, vous êtes, enfin je vous ai connu anarchiste, enfin en tout cas libertaire. Je le suis toujours. Et vous ne pensez pas que le Front National, pour ne pas avec lui, peut être quand même un danger où il y a des extrémismes quand même de ce côté-là aussi, Je pense qu'il est surtout le réceptacle des gens humiliés. On a vu d'ailleurs la classe ouvrière qui a viré Front National, qui a priori n'avait pas une formation fasciste. Qui est passé du Parti communiste au Front National. Carrément. Ouais. Et je pense que le Front National est pour beaucoup une espèce de refuge. Mais le Front National n'a pas, à mon avis, envie de gouverner. On gère la boutique. On gère la boutique et il ne menace pas le régime. Ce qui menace le régime, c'est à la fois les deux camps. Et en face, qu'est-ce qu'on a? Zemmour a essayé de faire l'unité de la droite, comme l'a fait Mélenchon à gauche. Mais il a buté sur deux obstacles. Le premier, le Front National défend sa boutique. Et les Républicains sont plutôt macronistes, opportunistes, on l'a vu récemment. Et donc, Zemmour était tout seul pour incarner une résistance à la déliquescence du pays. Peut-être c'était trop tôt, peut-être, mais je pense que là, ils ne vont pas se leurrer. Le danger, c'est 2% des électeurs qui ont voté, 1% pour Macron, 1% pour Mélenchon. Donc 2%, il reste quand même 8 Français sur 10 qui n'ont pas voté pour ça ou qui ont voté pour les Républicains croupions. En fait, juste, je vous corrige, c'est 10% des électeurs qui ont voté pour Macron, 10% des électeurs qui ont voté pour Mélenchon. Pas 2. Mais... Non, je dis, quand je disais un électeur sur 10, ça revient, pareil, 10%. Oui, ça revient pour elle. Ça revient, vous êtes d'accord. Oui, effectivement. Ouais. Donc, ces gens qui veulent défaire la France représentent 2 Français sur 10. Oui. Il y a des ressources. Il faut réveiller les gens. C'est le big problème. Alors on va en parler tout de suite après. Comment réveiller les gens avec Max Chalais contre le politiquement correct. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et nous continuons notre conversation avec Max Chalais, écrivain et éditeur, qui vient de publier Contre le politiquement correct, des billets d'actualité, qu'il a écrit entre 19 et 21, aux éditions de Paris. Alors Max Chalais, effectivement, on parlait un peu de ce qui se passe aujourd'hui, et vous me disiez ce qui est quand même formidable en ce moment, c'est que
on continue les campagnes électorales, que ce soit à Kiev ou ici, sur le même mode. Et vous disiez, au fond, on gouverne par la peur. Complètement. Ça, le Covid a été génial. Évidemment, ça a été un atout magnifique pour Macron et qui a appris aux Français à avoir peur et à se protéger, à se museler. On voit actuellement. Il y avait quand même une vraie épidémie. Il y avait une épidémie, mais qui a été décuplée par l'imprévoyance. Il n'y avait rien. Et donc, après, on voit encore des Français qui sont toujours muselés. Ils ont la peur en eux. Et donc ça, je crois que c'est un problème important. Après, la guerre a été une autre opportunité pour dire « moi, je vais vous protéger, vous sauver ». Et je crois que cet empire de la peur permet de faire passer beaucoup de choses dans tous les domaines. Et on voit actuellement, on le voit avec le niveau du pouvoir d'achat aujourd'hui, eh bien, les gilets jaunes se sont soulevés pour le passage à 1,40 €. On est à 2 €. Eh bien, je ne dis pas qu'ils sont anesthésiés, mais il va falloir relever. Ça va oui, parce qu'il n'y a pas de réaction pour le moment. Pour l'instant, mais les réactions. Attendons les élections. Qu'il y en aura, je pense qu'il y en aura et qui seront très très dures, très certainement. Parce qu'on voit en même temps les écolos qui continuent à fonctionner. On va avoir les contrôles thermiques vont être de plus en plus. On voit qu'en 2030, plus de voitures thermiques que les voitures électriques, à hauteur de 40 à 50 000 €. Le petit peuple va pouvoir s'acheter des voitures électriques, sans parler des problèmes d'approvisionnement en électricité, les bornes absentes, etc. Donc on est en train de tout faire pour faire se soulever ce pays. On essaie de le réduire à Kia, de lui donner de temps en temps quoi qu'il en coûte pour qu'il ferme sa gueule, mais à un moment donné, le peuple a une dignité. Ça va soulever. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on voit les attaques successives sur des tas de secteurs. On le voit à l'éducation nationale, qui est quand même le laboratoire de l'avenir. Eh bien, alors qu'est-ce qui se passe à l'éducation nationale? Moi, je trouve ça extraordinaire qu'on a viré Blanquer, même si Blanquer n'était pas exempt de critique. C'est lui qui avait introduit la théorie du genre à l'école, l'étude, etc. Mais néanmoins, il était laïque. Je veux dire, on change un homme qui est quand même un woke, qui a fait interdit aux blancs un raciste anti-blanc. Mais c'est pas être raciste, c'est être raciste anti-blanc, puisque c'est pour hégémonique. Et que donc ce bonhomme-là, on l'a vu avec les jupettes, les camis et les abayas dans les écoles maintenant qui se multiplient. La provocation. Qu'est-ce qu'il dit, ce nouveau ministre? On va étudier la question. On va voir combien il y a, et puis on réfléchira à la réponse qu'on peut donner. C'est-à-dire un enterrement classique. Donc ce ministre qui devrait s'insurger, la France est quand même une république laïque, la religion ne doit pas entrer à l'école, eh bien, on autorise tout. C'est-à-dire la discussion de l'école. Vous vous rappelez que ça a commencé en 89 avec Lionel Jospin, ministre de l'Éducation. Hein. Bien sûr. Mais l'affaire du voile de Creil, je rappelle. Tout à fait. Mais la gauche qui est censée défendre la laïcité, l'indépendance, le religieux dans le privé, la laïcité qui permet à l'esprit de se développer hors de... Eh bien, non, aujourd'hui, on voit le mélange et peu à peu la destruction de l'éducation. Et l'éducation, ça veut dire que demain, nous n'aurons plus de formation, plus d'élite. Qui va remplacer quand on voit le niveau qui a dégringolé à tous les... C'est vraiment dramatique. Alors, dites-moi, alors, pourquoi la gauche? Vous êtes venu de la gauche, vous êtes le... Ben oui, moi je suis... J'ai même été chez les Verts à un moment, donc je connais tout ce beau monde. Alors, qu'est-ce qui fait que la gauche est devenue celle qu'elle est aujourd'hui, celle que vous dénoncez aujourd'hui? Ben, je crois que la gauche, effectivement, s'est peu à peu rangée en voyant que ses buts n'étaient pas forcément atteignables, et est devenue très... disons avec c'est le fameux rapport Terranova, on n'a plus les ouvriers, on va remplacer les ouvriers. On ne soutient plus la classe ouvrière. Allons vers le sociétal, allons vers le multiculturalisme. Et Mitterrand, qui nous, rappelons-le, vient de l'extrême droite, a été ministre de Pétain. Quand on a créé SOS Racisme pour fracturer la droite et pour dire... Secrétaire d'État chez Pétain, oui, enfin, il a été... Oui, ça équivaut, mais bien, et des cours de la Francis, rappelons-le aussi, cet homme de gauche. Eh bien, évidemment, c'était faire mettre... Le but de la gauche, c'était la bien-pensance, devenir politiquement correct, devenir s'occuper des hommes. On a dévoyé la gauche, on a cessé de s'occuper des Français, et on a voulu faire, cette bonne conscience, s'occuper du monde entier. Un humanisme triomphant. Et là, je crois que le problème, c'est que ça va à l'encontre des Français, et donc les Français sont décrétés fachos. Puisque nous, on est dans l'humanitarisme, et que l'on veut former le monde entier à nos valeurs. Le problème, il est là.
Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous êtes à la droite d'Adolf Hitler. Ah bon, absolument. Mais alors, Max Chalais, justement, vous avez écrit tous ces billets. Comment on peut effectivement combattre le politiquement correct? Vous voyez, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il n'y a pas de mesures, ça se saurait y aller, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors moi je pense que c'est d'abord de parler, de convaincre les gens, de leur expliquer avec des éléments qui puissent être crédibles, et puis de soutenir l'initiative d'ouverture. Moi je pense que quelqu'un comme Zemmour avait une position très originale, même s'il a fait des erreurs dans sa campagne, qu'il n'en fait pas. C'est clair. Mais je pense que ce message reste valable et qu'il faudra bien un jour que la vraie France, qui est dans le mutisme total aujourd'hui, s'exprime et se mette à exister. Sinon, elle va être balayée et une petite élite politico-médiatique va prendre le pouvoir, profiter et réduire à rien le peuple. Alors, est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce que cette élite ne l'a pas déjà pris? Et est-ce que cette France qui... Bon, il y avait les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, c'était pas toute la France, loin de là. Est-ce qu'au fond, alors vous allez me dire, c'était le cas en 40, c'est le cas en 1900, comparaison n'est pas raison, mais pendant des moments même, avant la Révolution, avant 1848, avant 1789, les croquants étaient, pendant longtemps ils se parlaient pas, il y avait la religion à l'époque. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça sort et ça parle? Je pense que ça va venir parce que peu à peu, il y a des problèmes économiques. On va voir qu'ils vont être dramatiques pour le petit peuple. Dramatique, l'inflation, le pouvoir d'achat qui diminue, l'inflation qui augmente. Plus quand même l'occupation de plus en plus violente, l'insécurité permanente et vraiment le communautarisme qui s'installe avec des projets de faire des différentes régions autonomes en quelque sorte. Oui, et là, à un moment donné, je crois que ça va exploser. Alors après, que sera la situation à ce moment-là? Est-ce que quelles sont les forces de la présence? Rivalisation, guerre civile, fragmentation, absolument. Comme effectivement on en parlait un certain nombre de sociologues, les territoires perdus de la République, etc. Mais ils viendront de plus en plus importants et à un moment donné la République sera minoritaire. Les Français seront minoritaires chez eux. Comment le vivront-ils? Et donc, vous contribuez en tout cas à ce combat avec vos écrits, avec d'ailleurs les livres que vous publiez aux éditions de Paris, dont on a parlé à plusieurs reprises. Mais ce qui est intéressant aussi, je voudrais dire, c'est que c'est écrit avec beaucoup d'humour, c'est écrit avec beaucoup de conviction, c'est écrit avec beaucoup d'humour. Juste, vous avez dit, juste parler, vous avez dit sur Notre-Dame, là, vous vous êtes déchaîné un peu sur quand Notre-Dame a brûlé. Vous savez... Pour moi, je suis protestant, hein, donc a priori le catholique. Mais quand Notre-Dame a brûlé, je me suis senti mutilé. Vous voyez, j'ai encore. Même si vous êtes un parpaillot. Voilà. Ouais. Et quand vous avez été très touché. J'en ai pleuré. Ouais. Et le lendemain, je suis allé et j'ai vu des étrangers. On s'est embrassés, on se connaissait pas. Les larmes dans les yeux, avec des Vietnamiens. Vous êtes allé sur le parvis, enfin. Voilà. Ouais. Et il y avait des gens qui pleuraient. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, c'était un symbole de notre identité. Outre la religion, c'est un symbole de l'esprit français. Et quand j'ai vu des prétendus architectes imaginer de changer notre flèche par des trucs totalement timbrés, alors j'ai émis l'hypothèse, pourquoi pas faire une lampe de lancement pour un Spoutnik au-dessus de Notre-Dame, etc. J'ai trouvé ça mais hallucinant. Et évidemment, Madame Hidalgo disant 24, il faut vite restaurer. Il y a les Jeux Olympiques. Vous voyez, à mon actif, j'ai restauré Notre-Dame et j'ouvre les Jeux Olympiques. Tout ça est vraiment dénué de fondement. L'esprit de la France, c'est pas de profiter d'un accident pareil pour s'en servir, pour briller. Oui, ou pour des motifs politiques purement, immédiats. Enfin, c'est ça. Et ça, vraiment, je trouve que c'est un moment où il y a une communion en France, des Français même athées et tout, c'est pas un problème. Il y avait là la France qui était... Et pour le monde entier, c'était une perte de l'humanité. Et vous avez raison, il y a une phrase tellement française de quelqu'un qui était tellement français. Après Notre-Dame, c'est Ernest Renan, il disait « Je suis athée, Dieu merci ». Et je rappelle le titre de votre livre, Contre le politiquement correct, aux éditions de Paris, votre maison d'édition, parce qu'en plus d'être écrivain, vous êtes éditeur. Et jusqu'à 14h, la culture dans tous ses états, Céline Alonso et André Berkoff reçoivent un rappeur au discours original parce que républicain, chaotique 747.